Ce n'est pas les agriculteurs pour moi, ce n'est pas une espèce en voie de disparition, et ce ne sont pas des cantonniers. Je précise avoir le plus grand respect pour les cantonniers. Les agriculteurs sont des entrepreneurs. Je suis 4 fois grand-père, j'ai le droit quand même de choisir de donner à mes enfants, mes petits-enfants, de la bouffe française. J'ai le droit de soutenir les agriculteurs. Je ne vois pas pourquoi on devrait m'imposer les Roumains ou la bouffe américaine et compagnie. Bon, on a 3 jours de réserve alimentaire dans les supermarchés si les transports s'arrêtent. Au niveau mondial, on a 9 jours. Ah, on est mal barré, sans agriculture locale. Au niveau mondial, on a 9 jours. Pour que le prix des céréales baisse, il faudrait qu'on ait 45 jours de stock au niveau mondial. Pour le moment, on a 9 jours. Ça veut dire que les céréaliers, pour une fois, ils gagnent de leur vie avec leurs produits. Mais nous, il faut que les consommateurs payent réellement le vrai prix de l'alimentation. Alors avec la PAC, ça a été certains défauts. Les gens ne se sont pas rendus compte et ont banalisé l'alimentation. Tiens Luc, voilà, l'orge c'est comme chez toi je pense. Oui. Ça calibre pas. Non. Jean-Charles n'avait jamais connu telle situation. Des moissons de céréales catastrophiques cette année à cause d'une météo anormalement pluvieuse. Ses récoltes de blé, d'orge et de colza ont diminué de 45%. Un manque à gagner de 100 000 € qui lui serait fatal si la situation venait à se reproduire. Si on avait une deuxième année comme celle-ci, due au gel ou à un autre événement climatique, ce serait, je pense, dramatique. Mais produire aussi peu, ça n'arrive que tous les 40 ans. Moins d'offres que de demandes. Les producteurs céréaliers de la Nièvre ont tous perdu en moyenne 500 € par parcelle moissonnée. Jamais aucune récolte n'avait été aussi peu rentable ces 50 dernières années. Pour leur venir en aide, l'État envisage donc pour l'instant une année blanche sur leurs cotisations sociales. C'est l'une des mesures, elle ne résoudra pas tout, il y en aura d'autres. Allègements fiscaux, allègements sociaux, et puis des mesures qu'il faut que l'on puisse mettre en œuvre en termes de renforcement des trésoreries pour permettre la prochaine campagne. Dans leur détresse, les agriculteurs invoquent également le ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll, venu à leur rencontre il y a 3 semaines. Aucune aide n'a été apportée depuis. La filière céréalière demande au gouvernement que l'ensemble de la chaîne agroalimentaire apporte désormais un soutien matériel. Écoutez, monsieur le préfet, 2100 € par personne, hein? Ben, je vais vous dire, avec ça, on va en vacances pas loin. Il y a un maillon qui est affaibli aujourd'hui, c'est le maillon de la production. Donc entre l'agrofourniture, entre les fournisseurs, entre le producteur et entre les distributeurs, peut-être que si tout le monde s'y met avec le concours de l'État pour renforcer ce maillon qui est en extrême faiblesse aujourd'hui, peut-être que le maximum d'agriculteurs pourront passer le cap. Ces faibles récoltes font suite à 2 années de crise budgétaire dans la filière céréalière. À terme, si les difficultés perdurent, le blé consommé dans la Nièvre devra être importé. Du jamais vu dans le Nord. Dans la famille d'Émilien Rose, personne n'a connu une récolte aussi mauvaise. La faute à la météo pluvieuse de ces derniers mois. Je vais vous montrer la qualité de ce qui nous reste à moissonner, qui est impossible en ce moment. 40% de blé en moins pour lui, avec des épis sans grains. Quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur, on constate une chose déjà, c'est qu'il y a très peu de grains. Sur un épi qui normalement devrait contenir une trentaine de grains, ce qu'on va retirer c'est une petite dizaine, voire moins. Cette année, il perd plus de 600 € par hectare. Ces céréales vont lui coûter de l'argent. Ça ne nous permet même pas de couvrir les charges nécessaires à la production du blé, quoi. Donc cette année, la production de blé est déficitaire, quoi. En Seine-et-Marne, les moissonneuses sont à l'arrêt. Arnaud Rousseau terminera de récolter ses dernières parcelles quand le soleil sera enfin de retour. Ce stockage à grains, normalement, à cette époque-ci de l'année, il est plein. Et comme vous pouvez le constater, la moitié des cellules sont vides. Parce que cette année, la récolte, c'est moitié moins que celle de l'année dernière. Mais ce n'est pas tout. Une partie de son blé, trop abîmé, partira à l'alimentation animale, faute de pouvoir faire de la farine. Résultat, son chiffre d'affaires est divisé par 2. Pas de revenus pour moi personnellement. Évidemment, je vais essayer de respecter mes engagements vis-à-vis de mes fournisseurs. Je vais évidemment avoir besoin du concours de ma banque. Mais par contre, pour moi, c'est évident, ce sera un revenu négatif. De mauvaises moissons qui arrivent alors que les prix des céréales sont au plus bas. En Isère, cet agriculteur n'arrive pas à joindre les deux bouts. Chaque jour travaillé, il perd de l'argent. On a des cours qui sont mondiaux. Et qui ne nous permettent pas d'avoir suffisamment de rentabilité, d'autant que nous, sur notre région, on a des rendements moyens.
Il vient d'ailleurs de s'inscrire au RSA. Quelles que soient les régions, les agriculteurs sont de plus en plus nombreux, sans revenus à la fin du mois. Bon, moi je vais pas trop loin, sur un secteur de 10 km on va dire en rayon autour quoi. Mais le temps ne suffit pas. On est dans un système toujours de plus en plus vite, donc tout le monde va avoir fini avant d'avoir commencé. Le rendement n'est pas bon du tout. Bon, le moins bon c'est 36 quintaux, le meilleur pour l'instant c'était hier à 70 quintaux à peu près. Ils veulent de la pluie pour jeudi soir, donc je ne sais pas si ça va me suffire. De toute façon c'est impossible de faucher autant d'hectares. Il me faut normalement, si on parle pour un truc moyen, 15-16 hectares, c'était moyen par jour, donc une semaine on va dire. L'un de ses deux fils, en vacances en ce moment, l'aide à moissonner. Mais quand on lui pose la question de la relève, il exprime son pessimisme. Il ne souhaiterait pas qu'un de ses enfants reprenne l'affaire, ou du moins il ne lui conseillerait pas de ne faire que ça. La proximité de la Suisse avec sa promesse de salaire intéressant n'est pas étrangère à la réflexion. Compliqué, oui, bon, on n'a même pas trop envie d'en parler, c'est tellement la misère, c'est une catastrophe. Économiquement, je pense pas qu'on sera obligé de prolonger dans la réserve de l'année dernière, pour ceux qui en ont encore, Donc effectivement, alors bon, c'est sûr, il y a deux mondes agricoles dans le secteur, il y a un monde un petit peu plus réactif, où moi aussi, personnellement, j'aurais pu y être. J'avais choisi à l'époque de ne pas le faire et de commencer à mon compte il y a 25 ans, en 90. Et en élevage, en entreprise, et voilà quoi. Mais après, effectivement, il y a quand même je veux dire, ça devient très dur, je veux dire, très dur être agriculteur de nos jours, quoi. C'est même plus motivant, quoi. La parcelle, elle fait 27 hectares. J'ai commencé hier à 10h. Et j'ai terminé aujourd'hui à 19h, quoi. Et ça m'a pris autant de temps parce que c'est couché. Normalement, ça devrait mettre une bonne journée, voire un peu le lendemain, mais là, ça m'a mis 2 journées parce qu'il est couché et je peux pas rouler vite, quoi. Je roule à 2 km/h et voilà, ça prend le double de temps, quoi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de rendement, donc les épis sont pas remplis jusqu'au bout. Et puis, il y a des très petits grains, donc qui dit petit, dit plus léger. Donc il faut trouver les bons réglages pour pas qu'il y ait trop de pertes et que ça soit quand même assez propre. Donc il faut trouver le bon compromis. C'est pas souvent évident, quoi. Là maintenant sur ce champ, j'ai pas vraiment, c'était pas rentable, quoi. Pour moi, quoi, parce que je demande un forfait à l'hectare. Donc pour que ce soit rentable, il faudrait presque que je passe un forfait à l'heure, quoi. Le blé, on commence à 10h, 10h30. On finit à 8-9h le soir, des fois un peu plus, quoi. C'est vrai que les journées sont assez courtes, c'est pas comme le maïs. Et puis la période, la récolte du blé, ça s'étale sur une semaine, quoi, en gros, quoi. Donc c'est sûr, si pendant une semaine ils annoncent du beau temps, ça va, on arrive à calmer les clients, quoi. Mais s'ils annoncent 3 jours de beau temps, et après de la pluie, tout le monde veut faucher pendant ces 3 jours, quoi. Donc il faudrait quasiment avoir 4 ou 5 moissonneuses pendant 3 jours et après fini, quoi. Cet entrepreneur a 85 hectares à moissonner en 4 à 5 jours, dans des sols encore parfois gorgés d'eau, sans compter les pierres. Donc on essaye de prendre le maximum qu'on peut prendre, quoi. Donc on essaye de s'approcher le plus près de l'eau, quoi. Et à un moment, c'était dur, ouais. Bon, elle fait quand même 25 tonnes, je crois. Donc ça pèse déjà. Bon, j'ai des gros pneus, donc j'ai des gros pneus et 4 roues motrices. Donc ça permet quand même de passer dans des endroits assez humides. Mais bon, après, ça a quand même ses limites, quoi. Bon, cette année, c'était particulier à cause de la pluie au printemps. Tout était compliqué. Les semis, enfin tout. Maintenant la récolte, le maïs, je ne sais pas ce que ça va donner, quoi. Parce qu'il a aussi pris un coup avec toute cette pluie, quoi. Espérons qu'on ait un automne assez sec, quoi, pour un peu rattraper les choses, quoi. Parce que si on a autant de pluie qu'au printemps, ça va être compliqué, quoi. À une vingtaine de minutes de là, dans une parcelle de blé située entre Dessenheim et Obersasheim, tournait mardi 19 juillet une moissonneuse-batteuse presque de collection, une John Deere de 40 ans. Ici, il ne s'agit pas d'un entrepreneur, mais d'un agriculteur qui moissonne pour son compte, sans pression. C'est sûr, c'est moins rapide que les nouvelles moissonneuses, parce que déjà, elle fait que 4 mètres de large, ce qui n'est déjà pas mal. Mais bon, on n'arrive pas à avancer aussi rapidement qu'avec les nouvelles moissonneuses, qui sont beaucoup plus performantes.
Pour faire à peu près moissonner 1 hectare, il faut compter 1 heure et quart à peu près, en gros. Oui, c'était surtout parce que c'est une machine, en fin de compte, qui a 40 ans, mais qui a très peu d'heures de fonctionnement, parce qu'on l'utilise 3 après-midi dans l'année. Donc même si on calcule 8 heures sur une après-midi, ça fait 24 heures sur l'année, c'est pas énorme. Et on ne moissonne que le blé avec, pas le maïs. Si on fait le calcul, c'est 76, 77. Hein. Et donc c'est une John Deere 952. C'est sûr, il n'y a pas de climatisation dessus, hein, c'est climatisation naturelle. Disons, c'est une moissonneuse qui appartenait à mon père et qu'il avait acheté neuve à l'époque. Et en fin de compte, on l'a gardée parce que ça permet de moissonner nos 16 hectares de blé quand on veut. Surtout qu'on transforme le blé en farine par la suite avec un moulin à la meule de pierre. Cet agriculteur qui cultive 4 variétés différentes de blé, toutes panifiables supérieures, conserve 45 tonnes de grains dans des silos de stockage situés sur son exploitation et livre le reste à une coopérative. Il transforme son blé en farine qu'il revend en direct à des particuliers et des boulangers et en utilise une partie pour fabriquer des pâtes alimentaires maison. Bon, ici, il n'y a pas qu'un blé révolutionnaire, hein, il y en a des centaines là. D'accord. Il y en a 35. 35, mais ouais. oui, des blés révolutionnaires, bah, oui, vous avez raison. Parce qu'en fait, c'est des blés qui ont 250 à 200 ans. D'accord. C'est des blés qui étaient cultivés. Ici, ça, c'est tous des blés qui étaient cultivés dans le Nord-Pas-de-Calais entre les années 1800 et 1920. D'accord. Voilà. Donc c'est révolutionnaire, mais plutôt dans le sens où c'était plus proche de la Révolution française. C'est ça, exactement. D'accord. Ça. Mais alors qu'est-ce qu'on fait avec ces blés ici actuellement? Alors pourquoi ils sont révolutionnaires aujourd'hui? Ouais. Voilà. Bah, ici, là, clairement, cette initiative-là, c'est issu d'un travail d'agriculteurs et de boulangers du Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Qui ont essayé de, qui travaillent en agriculture biologique pour la plupart. Ouais. Et qui se sont posé la question. Est-ce qu'on ne peut pas essayer de faire une sélection génétique adaptée à l'agriculture biologique? Sachant que c'est très très vaste, très très large, mais voilà, la question de base c'était ça. Alors essayer de retrouver dans les anciennes variétés des qualités qu'on a peut-être perdues avec la recherche génétique actuelle. Voilà, très concrètement, c'est essayer de retrouver des variétés qui n'ont pas été génétiquement fortement raccourcies et qui n'aient pas été sélectionnées que pour répondre à une azote de synthèse très bien apportée au moment où il faut. D'accord, donc reprendre sur des bases qui sont plus adaptées à l'agriculture biologique. Voilà, c'est un peu l'idée, quoi. D'accord. On se pose des questions, hein, on se positionne en tant que chercheur un peu là-dessus avec ce réseau d'agriculteurs. C'est est-ce qu'un blé qui est plus haut, comme ici on voit ces blés-là, est-ce que c'est plus intéressant par rapport à la compétition des adventistes, mais réellement, quoi, concrètement. D'accord, ouais. Donc voilà, toutes ces questions sur l'assimilation de l'azote, sur le taux de protéines du blé, sur la panifiabilité de ces blés-là. Et alors ce qui était intéressant, tout à l'heure j'évoquais le quidam rouge, un blé résistant aux maladies parce que c'était un blé anglais. Ouais. Et les blés anglais sont cultivés dans des conditions climatiques qui sont beaucoup plus proches de chez nous que des blés qu'on a qui viennent de Russie ou qui viennent de, je parle historiquement au niveau parce que c'est une région qui est plus humide et donc plus humide. A priori s'ils ont des variétés qui tiennent mieux voilà. Par rapport à nous, notre région nord de France, ça se situe peut-être mieux dans le contexte. Quoi. Il y a ça, résistance aux maladies, ça c'était vraiment intéressant. Et l'aspect qu'on est sur les mêmes latitudes. Oui. Donc c'est des blés qui vont mûrir à peu près de la même manière. D'accord. Parce que nous dans le nord on a vraiment des journées en été beaucoup plus longues. On retrouve cette caractéristique sur les blés anglais qui paraissent très tardifs mais en fait rattrapent énormément leur retard sur la dernière semaine avant la moisson. Alors ici, ça c'est des blés révolutionnaires réellement parce que modernes, donc ça c'est un croisement qui a été fait il y a 6 ans. D'accord. Qui a été fait par un agriculteur, il a observé, il a repéré 5 variétés. Il les a croisées entre elles, avec l'aide de l'INRA là-dessus, et il a multiplié les descendances, donc ça s'appelle faire un bulk. En gros, il laisse éclater la diversité génétique issue du croisement, et il a fixé au bout de 4-5 ans ce bulk ici qu'on a. Donc c'est ce que font classiquement tous les semenciers, hein. Sauf qu'après ils prennent un épi et ils en font une lignée pure pour pouvoir la commercialiser derrière. D'accord. Voilà. Ici, les paysans, ce qu'ils peuvent faire, et ce qu'a fait cette personne, c'est qu'il a gardé le mélange. Ce qu'il s'est dit, son raisonnement, son hypothèse, c'est de dire, en agriculture biologique, si j'ai une diversité sur ma parcelle, j'ai une diversité de résistance aux agressions. Ouais. Comme ça se fait en conventionnel aussi, où on a parfois des personnes qui font des mélanges. Des mélanges de blé. Voilà. Sauf que sur une parcelle, on fait un mélange de 5-6 blés. Ici, chaque épi est unique. D'accord.
en toute proportion gardée, mais si, je pense qu'on va avoir 10% de chacun des épis on a des répétitions, mais globalement, chaque épi est différent de l'autre. D'accord. Après, c'est en test, en observation, on voit ce que ça donne. Donc nous, au-delà de ce qu'on peut lire, on essaye aujourd'hui de répondre à ces questions-là. Voilà. En fait, c'est des bouquets d'épis que j'ai pris, que je prélève sur les blés qu'il y avait chez les agriculteurs. D'accord. Et alors là, c'est à destiner à aller où ça? Alors ça va à l'INRA à Paris. Ils mettent en réseau une 50aine d'agriculteurs en France qui cultivent des blés comme ça chez eux et ils peuvent s'échanger entre eux et ils ont des témoins en commun. Hein. Ils peuvent s'échanger des informations sur la précocité, la protéine et le composé. Il y a une chose qui regroupe l'ensemble des dispositions. C'est le début d'une démarche sur l'agroécologie de manière globale à l'échelle de toute l'agriculture. Et à l'intérieur de cette grande démarche sur l'agroécologie, on intègre bien sûr le plan Éco-Phyto 2, c'est-à-dire la réduction des phytosanitaires. Si moi j'ai un constat que j'ai fait, c'est que le plan Éco-Phyto 1 a eu le mérite de mettre en place des fermes défis phyto qui ont été des démonstrateurs de ce qu'on pouvait faire en termes de réduction de phytosanitaires, mais qu'on a appliqué une réduction des phytosanitaires sans se poser la question des modèles de production, et que si on ne change pas les modèles de production, on ne risque pas de baisser l'utilisation et le recours aux phytosanitaires pour les agriculteurs. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut à la fois changer ces modèles de production, c'est tout le projet sur l'agroécologie. Avoir des stratégies qui consistent à moins spécialiser les productions, et à utiliser beaucoup plus la concurrence que nous offre la nature pour produire des productions agricoles. C'est ça la stratégie. Et puis ensuite, cette stratégie permet de réduire tout ce qui sont les apports en termes d'énergie fossile, tout ce que sont les apports aussi en termes de molécules chimiques, de phytosanitaires, mais on avance de manière globale, avec en plus la recherche, l'enseignement agricole, pour construire une démarche qui offre aux agriculteurs des alternatives crédibles, parce qu'on ne peut pas dissocier ce projet de la dimension économique. Ça ne marchera que si les agriculteurs, au bout du compte, ils y retrouvent un intérêt économique. Et pourquoi il a été un échec en termes quantitatifs? C'est parce qu'ils n'avaient pas mis, en même temps qu'on avait fixé l'objectif de la réduction de 50%, les conditions en termes de production agricole pour réussir à baisser l'utilisation des phytosanitaires. Il ne suffit pas de dire je vais baisser les phytosanitaires. Si vous êtes dans des modèles de production qui ont été conçus et pensés pour utiliser des phytosanitaires, vous pouvez toujours chercher à les baisser. Vous allez arriver à ce qu'on appelle des impasses techniques. Et on ne peut pas mettre les agriculteurs dans des impasses techniques. Donc c'est pour ça que le plan, qu'est-ce qui fait que je pense que ça peut réussir? C'est parce que je constate qu'aujourd'hui sur le terrain ça bouge. Que ce qu'on a comme aujourd'hui comme éléments d'expérimentation sur les fermes défis, c'est ce qui était dit dans le rapport Potier, c'est des choses qui nous permettent maintenant de savoir qu'on peut faire autant en production avec beaucoup moins en termes de phyto. Et donc maintenant notre sujet c'est comment on diffuse ces nouvelles pratiques, ces bonnes méthodes, ces éléments d'expérience au plus grand nombre pour pouvoir à partir de là réussir à baisser les recours aux phytosanitaires. On le finance avec, bien sûr, des mesures spécifiques. Je l'ai dit, il y avait une redevance qui a été élargie sur sa base et qui nous permet d'ajouter 30 millions d'euros aux 40 millions d'euros qu'on a déjà. Mais on finance aussi tout ça parce que ça s'inscrit dans une démarche globale de l'agroécologie votée dans la loi et puis de la réforme de la politique agricole commune où on a des mesures spécifiques qui vont venir accompagner, pour ceux qui vont s'y engager, des démarches, en particulier, par exemple, de baisse des fréquences de traitement, c'est-à-dire du nombre de traitements qu'on fait. Et là, tout ça va s'imbriquer, tout ça va se mettre en route de manière convergente. Et le pari qu'on fait aussi, c'est que pour réussir ça, il faut qu'on ait une dynamique très collective. Et c'est pourquoi les groupements d'intérêt économiques et environnementaux sont des outils qu'on a adoptés dans la loi, où on ne laisse pas les agriculteurs tout seuls, on cherche au contraire à les regrouper, et à ce que ceux qui sont les plus performants puissent diffuser leur savoir à ceux qui ont pu être en difficulté à un moment ou qui ne voulaient pas basculer ou prendre le risque de basculer. Donc c'est ça le sujet et c'est comme ça qu'on pense que l'ensemble de cette disposition, avec l'enseignement, avec la recherche, pourra aboutir à des résultats concrets. Et ces résultats, je les ai indiqués, l'objectif c'est des réductions de phyto et surtout
la majorité des exploitations agricoles françaises en agroécologie d'ici 2025. Aujourd'hui, 30 janvier 2015, l'an 1 de l'agroécologie, selon le ministre de l'Agriculture qui lance sa grande campagne de communication. Alors, ironisons ou soyons interrogatifs. D'abord, j'ai envie de dire que si l'on dit en 1, ça suppose que jusqu'à maintenant, les agriculteurs n'ont rien fait, qu'ils ne se sont pas mobilisés autour de ces questions environnementales, alors que nous le savons, à la fois par la réglementation européenne et nationale, mais aussi par les pratiques que les agriculteurs mettent en place dans leurs exploitations. Nous avons depuis un grand nombre d'années maintenant beaucoup participé à cet effort collectif autour de la réduction des intrants, autour de la prise en compte des gaz à effet de serre, autour du réchauffement climatique, bref, beaucoup de sujets sur lesquels l'agriculture aujourd'hui peut être fière du bilan qu'elle a proposé. Alors derrière ça, évidemment, beaucoup d'interrogations, en particulier autour d'un excès de réglementation, autour d'un excès de normes à nouveau. Les agriculteurs n'en peuvent plus. Ils veulent aujourd'hui être entendus sur un sujet, et c'est celui-là que je veux mettre d'abord en priorité, c'est que l'on nous donne les moyens, par l'innovation, par la recherche, par le progrès, par les technologies, de répondre de manière la plus efficace, la plus efficiente à cette double performance que le ministre, évidemment, veut mettre en avant, et nous partageons ce point de vue-là avec lui, performance économique, performance environnementale. Mais là aussi, soyons simples. Il y a deux façons de traiter les choses. Ou bien, je me répète, nous allons vers un excès de réglementation, et qui dit réglementation dit contrôle, à un moment où on veut simplement, justement, simplifier un certain nombre de choses, ou alors nous sommes plus ambitieux et nous voulons faire de l'agriculture française une référence mondiale, mais une référence parce que nous serons en capacité justement de permettre aux agriculteurs de disposer à la fois des technologies les plus performantes, de pouvoir investir aussi dans des outils de la décision, dans des bâtiments performants, bref, dans une agriculture qui soit à la fois économe mais performante économiquement, qui soit responsable écologiquement, mais qui permette aussi à notre pays de participer pleinement par cette agriculture à un retour de la croissance, à un retour de l'emploi, à un retour de la valeur créée, et puis regagner la place qui doit être la nôtre sur l'échiquier international. C'est ça nos ambitions, c'est ce que je rappellerai évidemment au ministre et plus dans quelques jours lors du Salon de l'agriculture, au chef de l'État et à toutes celles et ceux qui viendront nous visiter. Je crois qu'il est important que nous soyons nous-mêmes des porte-paroles efficaces, performants de cette exigence en matière d'ambition pour notre propre avenir, mais je dirais plus globalement aussi pour l'avenir de notre société. Nous sommes parfaitement en phase avec les attentes de nos concitoyens par rapport aux grands enjeux climatiques en particulier, par rapport aux grands enjeux autour de la qualité des produits. Encore faut-il qu'on nous en donne les moyens. Et je le redis une nouvelle fois avec force, ça n'est pas la réglementation, ça n'est pas la coercition, ça n'est pas le tout normatif qui nous permettra d'obtenir des résultats. C'est au contraire le retour de la confiance, la capacité des agriculteurs à se doter des technologies les plus performantes, de pouvoir réinvestir. Ça, c'est pour nous un enjeu évidemment qui dépasse tous les autres. En tout cas, comptez sur nous pour être vos porte-parole sur ce sujet. Dès qu'on parle d'agriculture, on parle souvent d'agriculture productive, au juste prix ou intensive. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Intensive, qui atteint un fort rendement grâce à des efforts intenses ou à des moyens considérables. Moyens considérables. D'abord, il y a l'eau. Prenons ce champ de maïs, qui est une plante tropicale. Elle a donc besoin de chaleur et d'humidité pour se développer. En France, pour la chaleur en été, ça va. Par contre, pour l'humidité, c'est autre chose. Alors on arrose. Parfois au point d'épuiser les nappes d'eau souterraines. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui, on est intensif en intrants chimiques. Les intrants, c'est tout ce que l'agriculteur doit acheter pour produire, comme les insecticides, les herbicides, bref, les pesticides. Malheureusement, en quantité trop importante, ces molécules chimiques déséquilibrent les écosystèmes. Et se retrouvent aussi dans les nappes phréatiques. Ce système de production coûte de plus en plus cher aux agriculteurs. D'abord parce que le gasoil augmente. Et ensuite, car la fabrication de ces produits nécessite du gaz et du pétrole, qui sont de plus en plus rares, donc de plus en plus chers. Au final, être intensif en énergie, c'est quand même être fragile dans le futur. Mais alors que faire ? Peut-on produire différemment ? Peut-on être intensif, mais autrement ? Reprenons notre champ. Tiens, en hiver il est nu. Pas très intensif ça.
On pourrait cultiver de la moutarde ou autre chose, et même associer plusieurs cultures à la fois. On augmenterait le rendement global de la parcelle, on serait donc plus intensif. Mais intensif en quoi? Ah oui, en soleil, qui est gratuit et abondant, et que l'on capte via la photosynthèse. En plus, ces plantes permettent de réduire la pollution des nappes souterraines. D'ailleurs, quitte à cultiver quelque chose, autant mettre des légumineuses. C'est quoi les légumineuses? C'est par exemple les pois ou les lentilles. Toutes les plantes ont besoin d'azote pour se développer. Seules les légumineuses peuvent capter l'azote présent dans l'air par leurs racines. En plus, quand on les récolte, elles laissent de l'azote dans le sol pour les cultures suivantes. Ainsi, on est intensif en engrais verts. La rotation des cultures, c'est une solution intéressante aussi. Quand chaque année, sur le même endroit, on cultive du maïs, les insectes qui s'en nourrissent se développent. Par contre, le nuisible du blé n'est pas le même que le nuisible du maïs, qui n'est pas le même que celui du pois. Changer chaque année la culture sur une parcelle, c'est empêcher les insectes de retrouver leur nourriture et leur habitat. On contrôle ainsi la population des insectes, et donc on réduit l'utilisation des insecticides. On peut aussi planter des haies. Elles offrent un habitat aux prédateurs d'insectes, les oiseaux par exemple. À la clé, moins d'insecticides. La présence d'arbres, c'est aussi une solution pour conserver l'humidité des parcelles. Tout cela, c'est être intensif en biodiversité. Pour finir, toutes ces alternatives nécessitent plus de bras. En moyenne, on sait que l'agriculture biologique emploie un tiers de main-d'œuvre en plus. Mais au final, une agriculture intensive, ça veut tout et rien dire. Il faut juste savoir intensive en quoi? En eau, en intrants chimiques, en énergie fossile, ou alors en soleil, en biodiversité, en hommes et en savoir-faire. Europe 1, 9h04. L'interview découverte, Caroline Roux, bonjour. Ce matin, c'est Nicolas Hulot qui vous a un peu mâché le boulot. Votre invité, c'est son coup de cœur. Oui, son coup de cœur, c'est Maxime de Rostolan. Vous êtes donc la découverte de Nicolas Hulot. Vous êtes cofondateur du projet Ferme d'Avenir, lauréat de l'opération My Positive Impact de la Fondation Nicolas Hulot. Il va falloir nous expliquer, Nicolas Hulot, pourquoi, au fond, vous êtes venu ce matin avec Maxime de Rostolan. Je vous entendais tout à l'heure dire il faut donner de la visibilité à des personnes qui changent le monde. C'est lui? Oui, parce que le sujet agricole, qui est un sujet délicat, compliqué, il faut rappeler que pour les agriculteurs, en 20 ans, leur taux d'endettement a été multiplié par 2, par 3 parfois, et leur revenu, lui, n'a fait que baisser. Donc il faut avoir conscience de ça. Et donc on aborde toujours ces sujets-là dans des périodes de crise et de tension. Mais on ne propose pas une vision et un modèle alternatif. Et il y a des expériences qui montrent qu'on peut, au moment où l'agroécologie a été tournée en dérision récemment, qui montrent que ça n'est pas une fatalité, que l'agriculture soit toujours dans ce type de difficultés. Alors à quoi ça ressemble une ferme d'avenir? Puisque c'est ça votre sujet, vous voulez démontrer que sur une ferme d'un peu plus d'1 hectare, on peut produire 6 fois plus qu'avec l'agriculture conventionnelle, sans pétrole, avec un modèle où on laisse presque faire la nature. Ben oui. En fait, l'idée, c'est effectivement que la nature a 3,8 milliards d'années d'expérience et on peut s'inspirer du fonctionnement des écosystèmes naturels pour produire beaucoup plus. La biodiversité, le fait de couvrir le sol. Et effectivement, la forêt produit beaucoup plus de biomasse qu'un champ de blé, sans irrigation, sans intrants, sans déchets, presque sans chômage. En quoi c'est différent, pardon, mais d'une ferme bio? Dans le fonctionnement? Mais en fait, on s'inspire vraiment des écosystèmes naturels. Le cahier des charges bio, c'est un cahier des charges. Et nous, on va beaucoup plus loin. On fait des associations de culture. On travaille sur la présence de la biodiversité. On travaille pour un monde sans pétrole. Mais il y a des choses très concrètes, pardonnez-moi de vous couper. Dans les jardins du domaine de la Bourdésière, c'est là où vous êtes. Vous plantez des fleurs. C'est pas juste pour faire joli, pour mettre de la couleur. Elles ont une utilité, comme dans la nature d'ailleurs. Mais effectivement, en fait, c'est un refuge à auxiliaires. Donc, plutôt que d'utiliser des produits chimiques, des dérivés du pétrole pour lutter contre les ravageurs, eh ben, on met en place des abris à auxiliaires. Donc, on a effectivement des fleurs, des arbres, des mares, voilà. On est bien d'accord que vous n'êtes pas juste un idéaliste. L'objectif, c'est aussi
de créer de la richesse. Mais c'est surtout de créer de la richesse et surtout mais de c'est montrer... pas grave. Non, mais c'est surtout de créer de la richesse et de montrer que ce modèle, l'agroécologie, est plus rentable que l'agriculture conventionnelle, qui, soit dit en passant, n'est pas rentable. Alors, tout à l'heure, Nicolas Hulot, vous évoquiez ce scepticisme ambiant d'une manière générale dans la société. Comment est-ce que vous pouvez, ce matin, Maxime de Rostelan, convaincre ceux qui vous écoutent et qui se disent « Moi, ce que je veux surtout, c'est payer mes fruits, mes légumes, ma viande moins cher. » Parce que c'est ça mon sujet aujourd'hui. Alors déjà, ça, c'est une valeur faciale, hein, parce que ce qu'on oublie de dire souvent, c'est qu'on externalise tous les coûts. Quand vous achetez une tomate à 2,50 € en conventionnel, en fait, vous payez aussi la PAC, toutes les dépenses de santé, toutes les dépenses de dépollution de l'eau, le chômage, etc. Et en fait, votre tomate conventionnelle, elle coûte beaucoup plus cher à la société qu'une tomate bio. Et en plus, si jamais vous considérez que elle est 2 fois moins bonne et que vous êtes 2 fois plus prêt à la jeter, eh bien en fait, il faut en acheter 2 fois plus. Donc au final, manger bio, ça coûte beaucoup moins cher. Alors, vous avez un super beau parcours, vous avez un beau CV, vous avez fait des grandes études, Polytechnique au Brésil, m'avez-vous dit tout à l'heure, mais ça compte quand même. On se dit que vous auriez pu aussi finir ingénieur chez Total. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, quand on a 35 ans, comme vous aujourd'hui, on se dit mon sujet, mon partenaire, c'est la nature? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la sobriété heureuse, chère à Pierre Rabhi, est quelque chose qui me plaît. Tous mes collègues, qui étaient aux études avec moi et qui sont aujourd'hui chez Total, ont peut-être une grande satisfaction. Moi, ma satisfaction, en tant qu'entrepreneur, c'est de répondre à des besoins. Et les besoins, c'est pas de gagner de l'argent. Mon besoin, c'est justement de faire en sorte que les gens mangent mieux, que les zones rurales soient plus sinistrées, et donc, du coup, créer de l'emploi dans l'agriculture. On en a beaucoup parlé ce matin de la politique. Qu'est-ce que vous attendez encore de ce qui vient d'en haut, je dirais, des décisions qui sont prises par les politiques, par l'État, pour changer les comportements et au fond pour construire ce modèle auquel vous croyez? À dire vrai, j'écoute plus beaucoup les politiques et on fait, entre nous, beaucoup de choses sur le terrain, et c'est comme ça qu'on est en train de remonter des solutions, et je pense que c'est assez horizontal et que maintenant on va réussir à créer un terreau fertile pour peut-être, je l'espère, avoir quelque chose de politique différent dans les années à venir. Merci beaucoup, Maxime de Rostelan. Et merci beaucoup, Nicolas Hulot, d'être venu avec cette découverte. Vous m'avez emmerdé pendant 2 heures, je dis ça très gentiment, pour savoir si j'allais être candidat. On s'en fout. Moi, mon seul plaisir et mon seul souhait, c'est que des gens comme lui, on puisse leur donner de la lisibilité et qu'ils nous redonnent confiance en l'avenir. D'ailleurs, je vous présente mon futur ministre de l'Agriculture. Eh ben voilà, voyez, vous avancez. De fortes pluies orageuses se sont abattues sur le Finistère. Résultat, la terre de ce champ a dévalé la pente, traversant même la route. C'est l'érosion, la disparition de terres fertiles. Toute cette terre-là va partir dans les ruisseaux. C'est tout le capital de l'agriculteur qui s'en va. Pour Erwan Karadec, le responsable, c'est une pratique ancestrale. C'est le labour, c'est le travail du sol qui est responsable de ce genre de choses. C'est ça qui dégrade le plus les sols en France? Tout à fait. Ouais. Quand on aura compris qu'il faut arrêter de labourer les sols, on aura fait un grand pas. Nous avons donc comparé 2 parcelles cultivées. À droite, ce champ labouré chaque année. La terre est boueuse, l'eau ne s'infiltre pas. Les cultures pousseront difficilement. À gauche, un champ voisin non labouré depuis 15 ans. La terre est grumeleuse, souple et fertile. Un exemple de plus en plus rare. Car près de la moitié des sols de la planète est en mauvais état. La faute à l'érosion, au réchauffement climatique, à la pollution, mais aussi à certaines pratiques agricoles. Tout se joue dans cette fine couche de terre. Pour pousser, une plante a besoin de minéraux, issus des roches, mais aussi de matières organiques. Ce sont des résidus de végétaux, de racines en décomposition. Les vers de terre les consomment et les transforment en nourriture indispensable pour cultiver. Des vers de terre qui font l'objet de toutes les attentions des chercheurs. Depuis près de 20 ans, sur ces parcelles de colza et de blé, ils comparent l'effet de différentes pratiques culturales. Avec de la moutarde mélangée à l'eau, ils réveillent les vers de terre pour les compter. À gauche, dans du blé cultivé de manière intensive, et à droite, dans du blé cultivé sans labour. Hop, et là, on va le sortir, lui. Quand on a beaucoup de ces animaux, c'est un indicateur de la santé du sol et de l'activité biologique du sol. C'est lui qui va faire les gros trous qui vont permettre à l'eau de s'infiltrer, qu'il n'y ait pas d'érosion des sols, et il va avoir un effet très important sur la libération de nutriments pour les plantes. Bilan,
près de 2 fois plus de vers de terre dans les parcelles non labourées. Pourtant, 95% des agriculteurs labourent, comme Jean-Luc Palin en Gironde. Ce matin, il retourne sa terre pour y semer demain du maïs. Pour lui, labourer a un objectif principal. Ça sert justement à décompacter légèrement la terre qui a passé tout l'hiver assez tassée. Ça évite à l'herbe de pousser, c'est-à-dire que là également on enfouit tout ce qui est herbe, graines de mauvaises herbes, et on enfouit également tout ce qui est champignons. Pourtant, certains céréaliers réussissent à semer et à produire autant sans retourner la terre. Mais pour cet agriculteur, le labour est indispensable sur ces terres sableuses. Ce qui est le plus efficace pour nous, pour la terre, pour la vie microbienne du sol, c'est le labour. Donc aujourd'hui, se passer du labour, moi je suis contre. Depuis 50 ans, la matière organique qui fait la fertilité des sols est en voie de disparition à certains endroits, comme dans les zones en bleu de l'ouest ou du nord de la France. Il y a des racines jusqu'au fond. Oui, il y a des racines jusqu'au fond. C'est aussi ce que constatent 26. Claude et Lydia Bourguignon. Ce couple parcourt le pays pour analyser les terres des agriculteurs. Tu vois quoi, au piaf, aux oiseaux. Ce vigneron veut connaître l'état de sa terre pour planter de nouveaux pieds de vigne. Pour Lydia Bourguignon, les insectes aussi subissent l'épandage des pesticides. C'est l'agonie des sols, parce que si on tue ces mauvaises herbes, ben, il n'y a plus de faune, parce qu'elles n'ont plus rien à manger. Parce que les colamboles, les acariens, elles se nourrissent de ça. Donc le sol, il est en train de mourir. Dans ces vignes bio, pas de pesticides, pas d'engrais chimiques, que du compost naturel. Ça sent franchement. Ça sent franchement bon. Hein. Ils les cassent tous les ans. Alors, Résultat, pour Claude Bourguignon, cette terre est en bonne santé. Ce n'est pas le cas partout. Si vous commencez à mettre des engrais chimiques qui n'ont rien à voir avec la terre, vous déséquilibrez l'alimentation de la plante. Elle va être nourrie par un engrais, plus par le sol. Bah, ça fait comme si vous donnez trop de sucre et trop de gras à un enfant, il devient gros, mais il n'est pas en bonne santé. Sensibilisés à l'état de leur sol, les agriculteurs français commencent à changer leurs pratiques. En ne laissant par exemple jamais la terre à nu. Elle est toujours couverte par des végétaux pour la protéger, une sorte de manteau. Le sol abrite 25% de la biodiversité de la planète. Des sols en mauvais état qui manquent beaucoup de matière organique et les agriculteurs, les vignerons, le monde agricole se plaint de chute de rendement, de difficultés de gestion de culture. Donc pour nous, il y a urgence à s'en occuper. L'agriculture paysanne, c'est une agriculture qui est basée sur l'équilibre agro-silvo-pastoral. C'est-à-dire que dans la même ferme, vous avez à la fois des haies, c'est l'arbre, vous avez des prairies avec les bêtes et vous avez des champs avec des céréales. Ce modèle permet un entretien de la matière organique puisque les bêtes font du fumier avec les pailles et permettent donc un entretien des sols. L'industrialisation a séparé dans l'espace. On a mis toutes les forêts dans les Landes, on a mis tout le bétail en Bretagne et on a mis toutes les pailles dans la Beauce. Donc à partir de ce moment-là, ce cycle naturel a été rompu. Tout est lié, c'est-à-dire qu'en fait la dégradation des sols elle est liée au fait qu'au lieu d'apporter du fumier, on apporte des engrais chimiques. Et les engrais chimiques ils stimulent les bactéries. Les bactéries, elles minéralisent la matière organique, elles la brûlent. Alors qu'autrefois, avec les pailles, on stimulait les champignons qui, eux, fabriquent des humus. Donc à partir du moment où vous mettez plus que des engrais chimiques dans un sol, vous perdez votre matière organique et votre sol perd sa fertilité. C'est-à-dire que nos sols sont fertilisés, mais ils ne sont plus fertiles. Ce qu'on a oublié. L'agriculture, c'est quoi? C'est la domestication d'un écosystème naturel. C'est-à-dire on domestique les arbres en faisant des haies pour délimiter les champs. On domestique la faune sauvage sous forme de vaches, de moutons, de poulets, pour garder les bêtes, parce que dans la nature, il y a des bêtes, que l'on le veuille ou non, il y a toujours des animaux dans la nature. Et on domestique des plantes qui vont nous nourrir. C'est-à-dire qu'on va évidemment domestiquer les plantes qui nous alimentent. Mais ces plantes, elles sont variées
C'est-à-dire que les anciens, ils avaient ce qu'on appelait la rotation, ils alternaient les espèces, ils ne faisaient pas blé sur blé sur blé sur blé, maïs sur maïs sur maïs, ils avaient une grande diversité de cultures et ils avaient une diversité d'animaux. Et c'était cet ensemble complexe, c'était une activité extraordinairement complexe, c'est le métier le plus complexe du monde, le métier de paysan. Et on en a fait un métier ultra simple, qui est le métier d'exploitant agricole, qui consiste à faire que du blé, ou que du maïs, ou que de la vache, ou que du cochon. Des lanceurs d'alerte comme nous, il y en a bien d'autres, il y a Philippe Desbrosses, il y a Pierre Rabhi, la liste est longue. En fait, ça fait des années que ce discours est dit « Attention, nos sols sont fragiles, attention, ils sont dégradés ». Et jusqu'à maintenant, on a considéré que c'était un support. Donc, plus on attend, plus c'est difficile à les restaurer. Hein, parce que plus on les dégrade, parce que un sol, il se dégrade à différents niveaux. Et à l'heure actuelle, on a des sols qui sont dans un état de dégradation très physique, puisqu'en fait, on perd nos sols. Ils partent dans les rivières, ils partent dans la mer. Donc, ils sont morts. Ceux-là, quand ils sont partis dans la mer ou dans la rivière, vous ne pouvez plus les restaurer. Et ce n'est plus le patrimoine de l'agriculteur. On commence à entendre des agriculteurs, là, quand il y a eu la crise des agriculteurs, on commence à entendre des agriculteurs qui disent « c'est pas de subvention qu'on a besoin ». On veut pouvoir vivre décemment sur nos terres. Ça, c'est un vrai changement. Avant, ils voulaient de l'aide et il y a certains agriculteurs qui disent « Non, terminé, ce n'est pas la subvention. Aidez-nous à vivre de nos sols, de notre agriculture. » Ça, c'est un vrai changement de mentalité chez certains agriculteurs. Puis il y a des jeunes qui changent. On voit quand même plus de gens qui veulent aller en agriculture biologique, qui labourent moins, quand même. Hein. C'est petit, mais ça commence. Mettre des végétaux... ce qu'on appelle les feuillus, c'est tout ce qui est noisetier, enfin toutes les plantes de chez nous. Broyer, quand la haie pousse trop, la broyer. Avec ça, on fait ce qu'on appelle du bois raméal fragmenté. C'est-à-dire qu'on a une source d'humus très très importante qu'on pose sur son sol. Et ensuite, surtout ce qu'il faut, c'est jamais enfouir de matière organique dans un sol. Il faut toujours le laisser en surface. Et à travers ce mulch, on plante ses tomates, on plante ses salades, et on a un sol qui est complètement protégé des rayons du soleil, de la violence du climat, et toute l'activité biologique repart. En fait, on copie la forêt. C'est la domestication d'un écosystème naturel qui est le système forestier. Quant à l'expression bizarre d'agroécologie, c'est le faux-nez d'une véritable obsession pour la destruction de notre puissance agricole qui serait remplacée par la possibilité donnée aux bobos d'aller faire leurs courses à la ferme dans le cadre des circuits courts. Et pendant qu'on y est, on pourrait toucher le béret et on aurait même le droit, pour chaque produit acheté, de faire une photo. Ce n'est pas les agriculteurs pour moi, ce n'est pas une espèce en voie de disparition et ce ne sont pas des cantonniers. Je précise avoir le plus grand respect pour les cantonniers. Les agriculteurs sont des entrepreneurs. Qu'est-ce que nous faisons en soignant la terre et en aimant la terre? C'est une action et une mission la plus belle qui soit. J'attends que ça se finisse et puis que l'aéroport arrive. Moi, ça ne m'apporte rien parce qu'à l'âge que j'ai, j'en ai rien à faire, mais c'est pour les jeunes et puis pour ceux qui viennent derrière. Hein. À Notre-Dame, on n'a rien du tout. À Notre-Dame, on n'a qu'une usine, on n'a plus rien. Il y a juste quelques maisons qui se construisent et puis c'est des gens qui viennent d'ailleurs qui sont que de passage. On n'a plus qu'une petite épicerie. Puis. Alors si on écoute tout le temps que les conneries, eh ben vous finissez par les acheter. Mais vous n'êtes pas raisonnable non plus. Vous n'êtes pas raisonnable. Alors, quand on pense qu'il suffirait que les gens arrêtent de les acheter pour que ça se vende plus, quelle misère.